J'ai d'abord entendu parler de lui, puis je l'ai rencontré en 1967. J'étudiais à ce qui s'appelle aujourd'hui la Kennedy School de l'université de Harvard. Je l'ai rencontré en tant que professeur et j'ai établi à un moment donné une relation assez personnalisée avec lui, car tous les deux unis dans un terrible accent allemand en anglais, lui après tant d'années passées aux États-Unis, j'ai été l'un des premiers étudiants allemands à revenir à Harvard. C'était donc un lien naturel. Comment a-t-il changé au fil des ans, selon vous? Comment le ressentez-vous? Il est devenu, en quelque sorte, un homme d'État très sage, disons-le ainsi. Pas qu'un homme d'État, mais un homme d'État avisé. Et un des rares au monde à pouvoir encore penser en termes conceptuels et relier les points entre eux. En quoi sa politique étrangère a-t-elle changé d'après vous? Si l'on regarde en arrière, c'est-à-dire les 44 ou 45 ans depuis son discours, je pense qu'il n'a pas changé. Il a toujours été l'une de ces personnalités capables de voir non seulement les crises et les problèmes auxquels nous devons faire face à court terme, mais aussi de replacer le tout dans un contexte plus large et de conceptualiser une vision stratégique à plus long terme. C'est vrai. Mais sa position à l'égard de la Russie, à l'égard d'autres pays, c'était toujours pour son pays. Oui, bien sûr. Il était devenu citoyen américain. Il servait le gouvernement, etc. Il devait donc défendre les intérêts de son pays. Mais je pense qu'il a toujours eu à l'esprit une perspective globale. Il suffit de regarder en particulier, si l'on examine les perspectives actuelles, son grand engagement pour l'Europe. Je pense que sa principale contribution à l'histoire a probablement été le début des relations entre les États-Unis et la Chine. Nos discussions ont toujours été, comme je l'ai dit, très axées sur ces sujets. Nous ne nous engagions pas dans... Chaque année, il y a un grand dîner en mon honneur donné par Lally Withmuss, qui est l'une des journalistes du Washington Post, la fille Catherine Graham, la famille fondatrice du Washington Post. Il est donc venu à chaque fois avec sa femme et j'ai perçu cet effort comme un honneur extrême. Même la dernière fois, en 2019, avant le Covid, pour participer à ce dîner. Qu'en est-il de ces derniers discours concernant la Russie et la Chine? Il a dit qu'il n'était pas possible de rendre la Crimée à l'Ukraine. Et ce fut son dernier discours. Pensez-vous qu'il avait raison ou non? Parce que ses positions ont changé au cours de sa vie politique. Ainsi, la position d'Henri était que nous n'avions pas besoin de soutenir l'Ukraine concernant l'adhésion à l'OTAN et autres. Je l'ai interrogé sur les relations entre le reste du monde et la Russie et il nous a répondu qu'il fallait trouver un compromis.
Il a probablement argumenté comme suit. L'Ukraine n'a pas la capacité de gagner et nous devrions empêcher la Russie de gagner. Donc, nous devrions utiliser une telle situation et créer... Il n'y a pas de situation gagnant-gagnant. Donc, ça ne sera pas le cas. Lui, il plaidait pour le gel de la guerre. Oui, et pour parvenir clairement à un compromis. Mais la question ne se pose pas pour une seule année, mais pour de nombreuses années. Je suis d'accord, mais je pense que sa principale préoccupation, tout au long de sa vie ou de sa vie politique, était « évitons d'avoir à faire face, en tant que pays occidentaux, à une coalition russo-chinoise ». Et comme vous le savez, Jacques, c'est la raison pour laquelle il a ouvert les États-Unis aux relations avec la Chine il y a 40 ou 50 ans. Et je pense qu'il a gardé cela à l'esprit. Il ne voulait pas cela, car la guerre en Ukraine conduit à une relation plus forte entre la Chine et la Russie. Cela montre à quel point Kissinger envisageait ce que l'on pourrait appeler une question régionale dans un contexte mondial. Lorsque je me suis entretenu avec lui il y a peu de temps, il m'a dit que l'Ukraine avait fait exploser le gazoduc Nord Stream. Vous avez vu la récente déclaration de la Suède. Allons-nous clore l'affaire légalement? Nous ne le savons pas. Mais cela pourrait être une explication plausible en supposant que l'Ukraine se méfiait de l'Allemagne et voulait créer une situation qui rendrait l'Allemagne, si je puis dire, physiquement indépendant du gaz russe. C'est une bonne nouvelle que nous puissions remplacer les fournisseurs de gaz. La prochaine question. Quelle a été pour vous la principale réussite d'Henri au niveau diplomatique? Je pense que nous revenons tous à l'ouverture des relations avec la Chine, qui est le point à atteindre. Et si vous remontez à la fin des années 70, à la fin des années 70, il fallait faire preuve de courage compte tenu du climat politique américain de l'époque. Peut-on dire qu'Henri a changé le monde? Ou alors peut-être dire qu'il a sauvé le monde? Je n'irai quand même pas aussi loin, car vous savez, l'histoire est une évolution. Il est clair qu'il a eu des réussites, comme la Chine, mais dans certains domaines, les historiens ne parleraient pas nécessairement de réussite. Le Vietnam en est un exemple. C'est vrai, car toutes les situations sont différentes. Mais puis-je vous demander votre sentiment sur Henri? Parmi les dirigeants mondiaux d'hier et d'aujourd'hui, quelle était la différence selon vous?
Pour moi, si l'on regarde les années 90 et le début du XXIe siècle, on constate que de nombreuses personnes étaient encore capables de penser à long terme, qui avaient une vision à plus long terme du système. Aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent surtout en termes de solutions de crise. Pour moi, Henry était probablement, de loin, la personne la plus apte à comprendre ce qui se passe dans le monde et à faire le lien entre tous ces développements et à distiller, disons-le, les conclusions nécessaires. Que pensait-il de Davos? Qu'est-ce que Davos représentait pour lui? Davos était important pour lui, car, vous le savez, Jacques, il croyait beaucoup au dialogue et à la discussion au niveau mondial. Il pensait que les problèmes au niveau mondial ou binational ne pouvaient être résolus que par le dialogue. Davos était pour lui l'épicentre du dialogue mondial, raison pour laquelle il y venait régulièrement pour participer à ces dialogues et à ces discussions. J'aimerais vous poser une question, car je parlais souvent avec Henry chaque semaine, et nous avons discuté de nombreuses questions qui nous intéressent tous. Ma question est, la situation en Ukraine aujourd'hui, votre position, devrions-nous trouver une solution, vu que toutes les opérations militaires ont échoué à cause de certaines opérations de certains commandants? Henry me répétait souvent que nous devrions trouver une solution de paix. Je suis d'accord. Et je dirais même que la solution la plus probable pourrait être une solution comme entre les deux Corées, sans reconnaissance mutuelle formalisée, mais une sorte de gel, une suppression des hostilités. Or, pour en arriver à un tel gel des hostilités, il faut que les deux parties acceptent au moins d'entamer des négociations. Et pour l'instant, le moment n'est pas propice. Bien sûr, les Ukrainiens ne peuvent pas céder sans perdre leur crédibilité politique. Nous devons donc attendre qu'il se passe quelque chose qui crée vraiment une sorte de nécessité pour les discussions. Mais je dois dire, officieusement, mon dernier voyage, avant la sortie du Covid, je suis allé à Saint-Pétersbourg. Je connais Poutine depuis 1993, date à laquelle je l'ai rencontré pour la première fois à Saint-Pétersbourg, où il était adjoint du maire. J'ai discuté avec lui 75 minutes et il avait déjà plus ou moins évoqué l'histoire de la Russie, tout comme il l'avait fait avec Tucker Carlson. Il m'a dit, la Russie n'est pas l'Europe. Vous vous trompez, Klaus. La Russie a sa propre identité, sa propre âme, sa propre histoire, et ainsi de suite. Je comprends. Mais est-il possible de coopérer
et de conclure un accord de paix avec lui. Je l'espère. Mais la condition préalable est de lui montrer qu'il ne peut pas atteindre ses objectifs par un conflit armé. Que pensez-vous de Zelensky? Le problème avec Zelensky, car il essaie d'accroître son influence dans le pays, et il essaie de créer une nouvelle forme de totalitarisme ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ici, l'Europe, l'UE, joue un rôle important pour l'influencer. Il faut utiliser Zelensky. Vous n'obtiendrez ce que vous voulez, c'est-à-dire des armes et l'accès à l'Union européenne, qu'à condition de respecter nos principes démocratiques. Mais comme vous le savez, il n'est pas possible de le faire entrer dans l'UE et dans l'OTAN. Non, c'est clair. Mais il faut toujours maintenir la perspective de le faire. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Et il croit toujours que c'est possible cette année. Mais à ce que je vois, ce n'est pas possible. Non, nous sommes d'accord. Je pense que nous pouvons discuter de ces questions de nombreuses fois encore, et je pense que nous pourrons expliquer et échanger beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite également le meilleur pour votre santé, votre famille et beaucoup de bonnes choses. Oui, merci beaucoup, Jacques.